Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Transmission de la nationalité sénégalaise par la femme, une large sensibilisation a démarré. Au premier rang, les ministres de la Justice et de la Femme, c'était au cours d'un atelier de partage élargi aux partenaires financiers. Rubrique quotidienne Ramadan, les budgets familiaux augmentent, jambon, fromage et autres pâtisseries s'invitent au menu et sont indexés comme étant la cause. Toujours dans la page Ramadan de ce journal, focus sur le chanteur Moustapha Mbaïdi Sopenabi, très sollicité pour les conférences. Ce soir, grand format nous mène en Casamance où la gestion des mangroves enregistre de bons résultats. La régénération de l'écosystème permet d'autres activités telles la pêche. Depuis hier, certains quartiers de la zone de Yoff sont privés d'électricité. Cette situation, déplorée par Sénélec, est liée à un câble souterrain défectueux. La société d'électricité a dépêché sur les lieux des équipes de réparation. Voici à ce propos le directeur de la distribution de Sénélec, Ibrahim Diop. C'est sur le chantier de la route de l'aéroport pour procéder à la réparation du câble que nous avons qui alimente la zone de Yoff. Sud-Foire, Ranrar, Yoff Tongor. Ce câble, depuis hier après-midi, il est en panne. Donc nous avons mis tous les moyens en œuvre pour essayer de réparer. Nous avons fait plusieurs interventions depuis hier. Aujourd'hui, on est à la 4e intervention. Donc vous voyez, on est en train de faire des tranchées pour retrouver le câble à réparer. On est déjà à une profondeur de 2,50 m. Le câble a été remblayé sur une grande profondeur. Et nous avons aussi du béton au-dessus parce que le trottoir est bétonné. Donc depuis 13h, 14h, on est en train de faire la tranchée. Actuellement, il fait 1h du matin. Nous sommes toujours sur le chantier pour essayer d'arriver à réparer ce câble. Donc c'est la raison pour laquelle depuis hier il y a des perturbations sur l'alimentation électrique dans la zone de Yoff. Les quartiers de Ranrar, Tundouria, Sud-Foire, Yoff, Laen sont concernés par cette panne-là. Donc nous arrivons à alimenter partiellement de temps à autre une partie des clients par un autre câble. Mais c'est la puissance qu'on peut alimenter avec ce câble-là ne nous permet pas de reprendre entièrement tous nos clients. Donc c'est ça en fait la cause des perturbations que nous avons depuis hier dans la zone de Yoff. Il ne s'agit pas de délaissage encore une fois, mais il s'agit de pas. Nous présentons toutes nos excuses aux populations des zones de Yoff, à nos clients qui ont souffert et continuent de souffrir de ces situations-là qui est indépendante de notre volonté. 8 milliards de francs CFA, c'est la somme que les pouvoirs publics ont investie pour sortir les quartiers qui entourent la foire des emprises des eaux de pluie. Le financement va permettre la réalisation d'un canal de drainage sur plusieurs kilomètres. Les travaux sont en cours et les populations sont en attente des résultats. Mamadou Samambo. Ouest Foire, un des quartiers séduisants de Dakar. Des bâtisses qui font rêver. Mais pendant les périodes hivernales, ce luxe offre un tout autre visage. Il y avait beaucoup d'eau dans les maisons. Partout il y avait de l'eau. La mosquée était fermée. Le développement urbain de l'immobilier pratiquement, entre autres causes, n'est-ce pas, fait que aussi les zones d'infiltration traditionnelles de l'eau donc, sont maintenant occupées par les constructions. Devant les maisons, de petits murs sont construits. Ils servent de bouclier contre la furie des eaux, mais au plus fort des précipitations, c'est peine perdue. Benn mur de protection là
C'est un mur de protection contre les eaux de pluie, mais quand il y a beaucoup d'eau, il perd son efficacité. Résultat, l'hivernage rime ici avec un social enrhumé et une économie grippée. On peut rester au moins sans travail, du coup on n'a plus de quoi nourrir nos familles. Nous étions presque en congé forcé. C'est ça, Il fallait donc trouver une solution définitive à ce calvaire qui n'a que trop duré. Lutter contre les inondations, c'est d'abord d'organiser un système qui permette par des évacuations, par la construction d'infrastructures comme celle que vous avez ici derrière nous. Le projet vise à réaliser un canal principal ceinturant le quartier de Ouest Foire et qui va se raccorder au niveau du canal du 6S et qui va longer tout le quartier de Ouest Foire pour pouvoir se raccorder au niveau du canal de Yoff. Le canal ceinture de Ouest Foire, 3 km de long, 4 mètres de large par endroit, 7 mois de travaux prévus pour un investissement de 8 milliards CFA. À l'intérieur du quartier de Ouest Foire, on va réaliser un réseau secondaire qui va permettre de collecter tous les eaux au niveau de ce bassin versant pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là. L'ouvrage règle définitivement le problème des inondations dans la zone, du moins selon les prévisions. Il permet en outre à l'État d'économiser de fortes sommes d'argent, jusque-là noyées dans les eaux pluviales. On ne peut pas continuer à la mener chaque fois, faire des actions ponctuelles et revenir l'année prochaine. Chez les populations, la confiance et la quiétude reprennent le dessus sur la hantise des inondations. Oh non, Canal du Mont, vraiment, on tire le chapeau vraiment au nouveau régime. Avec la dernière pluie, nous avons constaté le bon comportement de l'ouvrage. Au terme des travaux, Ouest Foire devra pouvoir donner à son rang de quartier chic le mieux-être qui jusque-là lui faisait défaut. Nouvelle loi sur la nationalité, la sensibilisation a déjà démarré. Un atelier de partage a réuni hier le ministre de la Justice, celui de la Femme, les partenaires financiers et plusieurs associations de femmes. Elles ont ensemble discuté sur les nouvelles dispositions de cet acquis de grande taille. Aramdo. Elles ne se réjouiront jamais assez. Le combat a été épique, la résistance longue, un demi-siècle de discrimination fondée sur le genre et sur la filiation. La femme sénégalaise ne pouvait transmettre sa nationalité ni à son époux, ni à son enfant. Un mauvais souvenir, mais il faut se le rappeler. Pour les demandes de naturalisation, on note qu'en 2011, 5 décrets de naturalisation ont été pris et ont bénéficié à 55 personnes. Seuls 14 des bénéficiaires étaient des étrangers ayant épousé des Sénégalaises, ce qui fait une moyenne d'à peu près 25%. En 2013, sur les 36 personnes naturalisées, les maris étrangers de Sénégalaises ne représentaient que 8 cas. Lorsque l'on compare, mesdames, messieurs, ces chiffres avec les milliers d'enfants de femmes sénégalaises qui se trouvent partout dans le monde, qui étaient injustement exclus de la nationalité sénégalaise avec leur père étranger, on peut maintenant mesurer mieux l'importance d'une telle réforme. La page est tournée. La loi numéro 61-10 du 7 mars 1961 ne hante plus le sommeil des Sénégalaises. Elle est modifiée depuis le 28 juin 2013 au grand plaisir de tous ceux qui ont contribué à la lutte. Nous convenons que cette loi répond à une demande des populations éprises de justice, d'équité et d'égalité. En effet, la raison ne saurait plus longtemps tolérer que l'enfant d'un Sénégalais puisse être Sénégalais alors que l'enfant d'une Sénégalaise ne pouvait pas l'être. Les effets de cette réforme se sont déjà fait sentir. En effet, j'ai reçu du ministère des Affaires étrangères des courriers m'informant que beaucoup de femmes sénégalaises résidant à l'étranger ont saisi déjà nos représentations diplomatiques et consulaires pour demander la transcription des actes de naissance de leurs enfants nés à l'étranger dans les registres de l'état civil. C'est le début d'une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la nouvelle loi sur la nationalité. Le travail est confié au ministre de la Femme,
Elle doit porter la bonne nouvelle partout pour que les Sénégalaises sachent qu'il n'y a plus aucune discrimination sur la transmission de la nationalité. Le Sénégal est sur la bonne voie des atteintes des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. C'est ce qui ressort du rapport régional sur l'agenda développement post-2015. Information donnée lors de l'atelier qui s'est tenu à Dakar, Damsila. Au cours de cet atelier, il est question d'examiner les problématiques communes entre le rapport régional sur l'agenda post-2015 et celui élaboré par le Sénégal. L'objectif est de faire le point sur les OMD et les correctifs à apporter avant la date butoir. Nous ne devons plus faire l'exclusion et la marginalisation. Deuxième élément, ce qui est important pour nous, nous devons beaucoup plus œuvrer pour une transformation économique. Et qui parle de la transformation économique suppose une réorientation de tout ce qui est l'appareil de production, à commencer par l'éducation, qui doit être davantage professionnalisé tout en reconnaissant le rôle de l'université et des autres ordres d'enseignement. Il était important de réfléchir à des problématiques comme la création d'emplois, l'emploi des jeunes, les problèmes de mitigation des changements climatiques, lutter contre les effets des changements climatiques, les problèmes de production agricole et de mode de production durable, et également des problèmes de gouvernance qui doivent être à la base et qui sont également importants pour un développement durable. Le Sénégal a fait des avancées considérables dans les domaines de l'éducation, de la santé infanto-juvénile, de l'accès à l'eau potable et de l'autonomisation. Toutefois, des faiblesses sont notées, surtout pour ce qui est de la réduction de la pauvreté. Pour le Sénégal, il s'agissait d'atteindre une cible de 37,5 ou 7% de pauvres à l'horizon 2015. Nous avons montré que nous sommes actuellement à 46,7% de pauvres. Nous avons 2 ans, 900 jours pour être précis. Et vous voyez bien que c'est impossible d'atteindre ces résultats-là en 2 ans. L'atelier a permis aux participants de poser des questions et de souligner certains manquements des rapports présentés. Les conclusions vont être soumises aux différents gouvernements de la sous-région. Le Sénégal est donc sur la bonne voie pour l'atteinte des OMD. Rubrique Ramadan. Saucissons, jambon, fromage et pâtisserie sont très prisés durant le mois de Ramadan. Ces changements dans l'alimentation induisent une hausse du budget, un budget qui tend à grimper en général durant le Ramadan, nous dit Ndeye Detia. D'une famille à une autre, le menu de la coupure du jeûne diffère. Mais un constat demeure, les dépenses augmentent durant ce mois dit d'abstinence. C'est la période où les bourses se délient, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mais pourquoi donc? C'est vrai que le Ramadan, on ne se concentre que sur le repas du soir et de l'aube. Mais il coûte trop cher. Parce qu'après plusieurs heures de diète, il faut miser sur la qualité des aliments à manger. En période autre que le Ramadan, il suffit juste de donner de l'argent aux enfants qui vont manger dehors au choix. Mais là, il faut regrouper tout le monde et préparer un repas copieux pour faire plaisir. Et ça coûte très cher. De même, la consommation en sucre atteint son pic durant ce mois béni. La famille Diop ne dira certainement pas le contraire. Il faut sucrer le kinkliba, les jus et le repas de l'aube, ce qui multiplie la consommation. Même chose. C'est véritablement en cette période que je sens la cherté du lait et du sucre. Vous voyez, j'ai payé ce sachet de sucre à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est presque fini. 1000 francs. Ramadan rime donc avec frénésie des dépenses. Fromage, saucisson et autres jambons s'invitent à la table des Sénégalais au moment de la rupture. Ces changements alimentaires entraînent une hausse du budget. Si tu dépensais 5 000 francs d'habitude, il faudra se rendre à l'évidence. Les dépenses peuvent aller jusqu'à 10 000 francs pendant le mois de Ramadan, entre la préparation du repas de l'aube et celle de la rupture. Les nutritionnistes ont beau alerter sur les dangers de cette surconsommation, sans compter la répercussion sur la bourse des ménages, rien n'y fait. Pendant cette période, c'est la ruée vers les pâtisseries, saucisses et autres produits alimentaires. J'achète des saucissons, du jambon et du fromage gruyère pour faire plaisir aux jeûneurs. Mon budget augmente donc. Le
Le ramadan dope donc les dépenses. Pour rattraper les calories perdues, certains ne lésinent pas sur les moyens. Et quand les yeux sont plus affamés que le ventre, le gaspillage n'est évidemment pas loin. Ces dérives de la société de consommation font l'affaire des commerçants de produits alimentaires, un des secteurs qui marche durant le mois de Ramadan. Toujours dans notre chronique Ramadan, nous faisons les chanteurs qui animent les conférences. La rédaction du journal télévisé en a choisi un. Il s'agit de Moustapha Mbaye, plus connu sous le nom de Sop Nabi. Gros plan sur Moustapha Mbaye avec Hamidou Diop. Avec Moustapha Mbaye, il n'y a pas de place fixe pour les répétitions. On chauffe la voix, même en voiture. Quand il quitte son domicile ce matin du mois de Ramadan, le chanteur du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, fait le tour des conférences. C'est à Douta Sec qu'il débarque en premier. Une arrivée marquée comme d'habitude par une communion avec le public au menu, un seul thème, louange à Mohamed, le sceau du prophète. Depuis le début du mois, je suis invité partout. Chaque jour, j'ai au minimum 10 conférences à animer. Après 15 minutes à la Maison de la Culture, cap sur Anne-Mariste. Ici, pas plus de 5 minutes ont suffi pour haranguer la foule. Depuis le début du mois de Ramadan, Moustapha Mbaye est invité à une dizaine de conférences par jour. À chaque fois qu'il entonne un air, le public met la main à la poche, mais pour lui, c'est pas le plus important. Je ne suis pas payé, je fais ce travail pour l'amour de Dieu. J'aime pas trop demander des montants pour mes prestations parce que les gens peuvent avoir envie de me donner plus. En plus, je considère que seul le prophète peut me payer. Entre Moustapha Mbaye et le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, c'est une très longue histoire. Depuis tout petit, aime-t-il à raconter, le sceau des prophètes lui a tout donné. C'est pourquoi, même en tant que fonctionnaire à l'enseignement, il continue ses activités extra-professionnelles. À chaque fois que les gens me voient, ils pensent au prophète Mohamed. Les gens m'aiment et m'apprécient grâce à lui. Et pour moi, c'est très important. Douta Sec, Anne-Mariste, Scat Imam et enfin Castor. En l'espace d'une journée, Moustapha Mbaye a pu assister à 4 conférences alors que sur son programme, il y en avait au moins 15. Après plusieurs jours de Ramadan et de nombreuses conférences, la fatigue se fait sentir, mais lui compte continuer ses prestations pour l'amour du prophète. Moustapha Mbaye, Sop Nabi. Pendant le Ramadan, les mosquées connaissent une grande affluence. Certains se surprennent à fréquenter avec assiduité ces lieux de culte du matin au soir. Au fil des jours, les rangées s'éclaircissent et seuls les vrais habitués continuent à venir pour les 5 rendez-vous quotidiens. Ramadan et mosquée, du danse au clairsemé, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Temps de pénitence, temps d'abstinence, vrai ou de façade, le Ramadan est aussi un temps de dévotion manifeste, parfois affecté et souvent teinté d'ostentation. Pour se faire une idée plus claire de ce regain de religiosité, il faut juste s'intéresser aux mouvements autour et dans les mosquées. Elles sont littéralement prises d'assaut des aurores au crépuscule, 5 fois par jour, 5 rendez-vous, auxquels certains ajoutent d'interminables prières surérogatoires qui font espérer des points de bonus. Le vendredi, c'est la grande ruée, le rush, le bouquet coloré avec des densités d'occupation de ces espaces de culte rappelant les pays islamiques. Le Ramadan, c'est, croit-on, une phase de gros coefficients. Or, c'est connu, ce sont les gros coefs qui font passer. Rapportés au mysticisme et à l'espérance qui habite le fidèle, on pense, en l'occurrence, aux portes du paradis par opposition à celles que nul n'ignore. Les grands coefficients évoqués plus haut sont tout aussi valables pour les bons que les mauvais actes. Et là-haut, c'est juste une affaire de balance entre le bien et le mal, une mécanique de précision sans aucune marge d'erreur possible.
Ramadan et mosquée du Danse au clairsemé, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Lancement de l'association des diabétiques de Tambacounda. Le groupement compte s'affilier à l'association mère qui se trouve à Dakar. Ils exhortent aussi l'État à construire un centre de dépistage pour permettre aux populations de faire des diagnostics précoces. Tioredia. Mois de Ramadan rime avec abstinence et privation de nourriture. Les diabétiques ne peuvent pas souvent se soumettre à ce pilier de l'islam. À Tambacounda, les malades du diabète ont saisi cette période pour relancer les activités de leur association. Ma faisou, c'est avant tout réunir les diabétiques. Ensuite, faire la coalition avec eux, les autorités qui sachent qu'il y a une association, les autorités administratives, les autorités communales, les autorités religieuses, parce que nous avons besoin d'eux, mais aussi les autorités médicales, surtout les médecins, les paramédicaux, les sociaux, les diététiciens, comme on a l'habitude de le dire. Première chose, il faut que ce contact soit établi, qu'on sait que l'association est là et que c'est à eux de nous aider. Lors de cette rencontre, le corps médical a tenu à sensibiliser sur les autres maladies causées par le diabète. La première cause d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète. Donc c'est le diabète avec l'hyperglycémie déjà, c'est les vaisseaux, le sucre par exemple, ça ronge les vaisseaux. Et nous savons qu'au niveau rénal et au niveau cardiaque en même temps, c'est des organes qui sont hypervascularisés. Il y a un débit sanguin au niveau du rein, il y a un débit sanguin au niveau du cœur aussi. Donc c'est deux appareils qui travaillent en synergie. Et là, s'il y a l'hyperglycémie qui provoque des complications au niveau vasculaire, si c'est des macrovasculaires, on a vu des amputés, ce qui est plus fréquent, mais c'est au stade de début. Si le diabète n'est pas bien équilibré, ça atteint les vaisseaux les plus petits vaisseaux, c'est une atteinte microvasculaire. Les atteintes microvasculaires, maintenant c'est le rein qui commence à souffrir. Le régime alimentaire du diabétique est spécial. Pourtant, selon cet spécialiste en la matière, c'est de cette façon que tout individu devrait s'alimenter. Ce régime, c'est le régime normal. Donc c'est un régime que tout individu doit prendre. Parce que le régime diabétique, ce n'est pas un régime diabétique, c'est un régime normoglycédique. Donc il faut diminuer l'excès de l'apport glycédique. Ensuite, faire une activité physique, qui est très important. Donc sans l'activité aussi, le diabétique risque de faire des complications. Et je demande à la population aussi, je profite de l'occasion, pour demander à la population d'aller se faire dépister. Parce que seule la prévention peut régler certains problèmes. Les membres de l'association comptent œuvrer pour la mise en place d'un centre de dépistage à Tambacounda. Ils ont par la même occasion salué l'installation d'un centre d'hémodialyse dans leur localité. Hors de chez nous, un bref survol de l'actualité internationale nous conduit en Italie, au Yémen et en Palestine, mais nous commençons par l'Afghanistan où un attentat a visé le consulat d'Inde. Un attentat suicide à la voiture piégée visant un consulat indien dans l'est de l'Afghanistan a fait au moins 9 morts et une vingtaine de blessés. D'après des responsables locaux, 3 kamikazes étaient à son bord avant de percuter une barrière près du consulat indien de Jalalabad, puis a explosé. Les talibans afghans ont nié toute implication dans cette nouvelle attaque meurtrière. Mobilisation importante dans les pays arabes vendredi à l'occasion d'Al-Quds, une journée mondiale contre le contrôle israélien sur Jérusalem et en soutien au peuple palestinien. Des manifestations au slogan anti-israélien et anti-américain très virulents comme ici à Kaboul en Afghanistan. À Jérusalem comme à Gaza, des marches ont aussi eu lieu, mais c'est en Iran où le mouvement Al-Quds a été créé en 1979 que la mobilisation a été la plus forte. Dans le cortège, le nouveau président iranien Hassan a comparé l'occupation de la Palestine de Jérusalem à une blessure dans le corps du monde musulman. Tension au Yémen, au moins 1 mort et 5 blessés dans des affrontements entre la garde républicaine et des soldats à Sanaa. Une centaine de membres de la garde républicaine, aujourd'hui dissoute, ont manifesté devant le palais présidentiel. Ils réclament des indemnités financières ainsi que la démission du ministre des Finances. Des forces anti-émeutes ont été déployées autour du palais. Première apparition publique pour Silvio Berlusconi depuis sa condamnation à une peine de prison pour fraude fiscale. À Rome, il Cavaliere a réuni les membres de son parti, le Peuple de la Liberté. Des parlementaires qui ne digèrent pas la décision de justice, certains ont remis leur démission. D'après les médias italiens, le PDL menace même de provoquer des élections anticipées, ce qui risque de mettre en péril la fragile coalition gouvernementale gauche-droite. La préfecture de police de Milan a par ailleurs émis le décret qui prive Berlusconi de son passeport.
Retour chez nous pour parler des récidats qui sont tenus à Dakar. Les acteurs du 7e art sénégalais se sont réunis afin d'échanger et de trouver les voies et moyens pour la bonne marche des activités qui vont redémarrer l'année prochaine. Le compte rendu signé Aïda Mamadou Diop. Après 10 ans d'interruption, l'heure est venue pour la relance des activités des rencontres cinématographiques de Dakar, d'où la tenue de cet atelier d'orientation. Il a pour objectif de tirer le bilan d'une décennie et de s'assurer d'un bon redémarrage. C'est ainsi qu'on a passé en revue les forces et les faiblesses, puisqu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut regarder un peu le rétroviseur pour voir, analyser, supposer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour demain ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Au départ, les Récidac étaient une initiative privée. Depuis 1997, elles sont devenues l'affaire du ministère en charge de la culture. Aujourd'hui, les Récidac restent plus que jamais en droite ligne de la politique de l'État. L'État du Sénégal s'est engagé sans réserve dans la relance du secteur cinématographique et audiovisuel en dépit des difficultés économiques. C'est dire que vos suggestions sont les bienvenues en ce qu'elles renforceront avec efficacité et efficience les actions à mettre en œuvre. Je voudrais à cet effet vous assurer de l'engagement et de la détermination de M. le ministre de la Culture, M. Abdou Aziz Mbaye, pour un examen minutieux et une exploitation judicieuse de vos propositions. Durant 2 jours, les acteurs du 7e art ont échangé sur les meilleurs mécanismes et stratégies favorables à la relance des activités, parmi elles l'organisation d'un marché de films et de workshops. Sport à présent, les équipes nationales de basket qui étaient dans l'expectative à propos de leur préparation pour les prochains championnats d'Afrique des Nations Afrobasket se sont lancées dans l'opération. Elles ont établi leur quartier général au stadium Marius Ndiaye où elles effectuent leur séance d'entraînement. Mansour Sow. L'équipe nationale féminine de basket face à celle des garçons de moins de 16 ans pour un match de préparation dans le cadre de l'Afrobasket féminine prévu en septembre à Maputo, au Mozambique. Pour ce test, les protégés de Pamoussa Touré et dans un match où elles ont été dominées par les U16 ont pu en fin de partie retourner la situation à leur avantage. Même si le score est serré, elles ont pu marquer 56 points contre 49 pour les moins de 16 ans. Ce qu'on recherchait, c'est juste essayer de jouer et de voir ce que l'on a commencé à faire. Nous sommes au début, il y a eu un signal très fort et donc nous allons continuer à travailler dans cette lancée. On a juste un problème d'adaptation. Il y a quelques filles qui viennent de nous rejoindre, mais tout ira pour le mieux. La rencontre a également permis au coach de se faire une idée sur son groupe de performance. Dès la semaine prochaine, une nouvelle étape de la préparation avec un groupe réduit. La liste va sortir, on sera à 18 au lieu de 22. Ça nous permettra de mieux travailler. Comme vous avez vu ici, on n'a que 2 panneaux. Malheureusement, on devait avoir 6 panneaux pour mieux travailler, mais on n'a que 2 panneaux. C'est difficile, donc on est obligé de diminuer le groupe parce qu'il nous reste peu de temps et il y a beaucoup de choses à faire. Les Lions qui auront la chance de rester dans ce groupe de performance vont disputer dans le courant de la semaine une deuxième rencontre test. À la suite de leur séance quotidienne d'entraînement, Mohamed Sahersen, Pape Abdou Badji, les derniers venus, sont déjà dans le bain et on revisite les automatismes. Ce matin, on a travaillé le shooting parce qu'il pleuvait. Bon, comme le toit est très truc, bon, on ne pouvait pas s'entraîner parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et voilà, on devait faire 2 heures, on a fait 1 heure. Donc ce matin, on a fait shooting, donc on a un peu changé la programmation. Cet après-midi, on est en train de mettre en place les systèmes de jeu, autant en attaque qu'en défense. Maintenant, on est au complet parce qu'il y a 4 jours, 5 jours comme ça. Les joueurs n'étaient pas tous ici, ils étaient aux États-Unis en préparation. Donc là, on est au complet. Il manque seulement un joueur. Et là, on se prépare bien. Le mental il est bon. Des équipes nationales déterminées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Cependant, leur ambition risque d'être freinée par un budget jugé maigre. Seulement, la fédération tire le diable par la queue. Si on voit même ce diable-là, ils sont là, ils sont disciplinés, ils ne respectent pas. Mais je voudrais quand même que l'État comprenne que c'est une situation qui ne peut pas aller trop loin. Depuis 1997, le basket masculin sénégalais, en dépit de la richesse de son potentiel, court toujours derrière un titre continental. Une place sur le podium de l'Afrobasket à Abidjan 2013 passe nécessairement par une bonne préparation. Sénégal.
Basket toujours, le Duc a remporté sur tapis vert aujourd'hui la finale des playoffs dames 2012-2013. Cet après-midi au stade Marius Ndiaye, la finale annoncée belle a été finalement gâchée par une question administrative. Saint-Louis Basket Club a aligné une joueuse venue des États-Unis, Khairi Thiam. Elle est jugée non qualifiée par les dirigeants du Duc suite à l'annulation de sa licence aujourd'hui même par la fédération. Après toutes les tentatives de médiation pour sauver la clôture de la saison, il n'y a pas eu de solution. Au finish, le règlement a été appliqué en faveur des étudiantes. Loterie nationale sénégalaise, les parieurs du jeu Quinté Plus ont désormais percé le mystère qu'entoure cette course de chevaux. Ils gagnent chaque mois. Ce mois-ci encore, les responsables de la Société nationale du jeu ont procédé à la cérémonie de remise des chèques aux heureux gagnants. Lamine Touré. Le poids de l'âge, Adama Diouf le subit même dans sa démarche. Ce septuagénaire inconditionnel du jeu de Quinté Plus est aux heures de gloire. 15 480 000 francs CFA, le gain d'un pari réussi. Comme lui, Ousseinou Gueye et Sengandour n'ont pas eux aussi manqué de rafler des mises financières importantes. Je suis heureux aujourd'hui. Avec cette somme, je vais terminer les travaux de ma maison et s'occuper convenablement de ma famille. Et ceci, grâce à la LONASE. Une cérémonie de remise de chèques aux ayants droit dans une ambiance empreinte de courtoisie mais surtout de fierté pour la loterie nationale sénégalaise. Féliciter les parieurs. Remercier également ces personnes qui nous font confiance. Nous restons fidèles aujourd'hui à notre slogan qui est la fortune aux souscripteurs et les bénéfices à la nation. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que sous peu, les parieurs vont se rendre compte que nous sommes à leur disposition. Nous sommes en train de travailler sur des produits innovants, comme la course au million que les parieurs connaissent déjà. La dimension sociale de la LONASE est en exécution conformément aux orientations de sa direction générale. Aujourd'hui, plus de 64 millions de francs CFA ont été distribués à des Sénégalais, des parieurs qui viennent tous de la banlieue de Dakar. C'est un des titres de ce journal. Grand Format s'intéresse à la restauration de l'écosystème de la mangrove et les activités de la stabilisation menées par les populations locales. Mise en œuvre par le PADERCA en Casamance, le concept de gestion intégrée de l'écosystème de la mangrove porte ses fruits. Les activités piscicoles, ostréicoles, apicoles et touristiques génèrent actuellement des revenus importants pour les populations casamançaises. Grand Format signé Ibrahim Diallo. Restaurer l'écosystème de la mangrove de Tobor, une tâche difficile assignée aux enfants de la communauté rurale de Niamou. De la survie de leur écosystème dépend l'avenir de toute une localité. Nous reboisons ce site pour préserver l'écosystème de la mangrove. Sa restauration favorise l'exploitation des ressources halieutiques. Ici, les actions de régénération de l'écosystème de la mangrove sont menées par un comité de gestion mis en place par la collectivité locale. Le reboisement, c'est parti d'un constat de population qui, à un moment donné, ont vu que la ressource rarifiée. Et après un forum, ils ont décidé d'initier le reboisement de la mangrove. En vue d'accompagner les populations de Tobor pour la reconquête de ce milieu fortement dégradé du fait de l'action de l'homme et des effets climatiques, le PADERCA, dans le cadre de la reconstruction en Casamance, a mis en œuvre le concept de gestion intégrée de l'écosystème de la mangrove dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. Un concept exécuté sur le terrain par l'ONG Tropis Tropica. Le PADERCA, c'est le faire. Et c'est la raison pour laquelle, au début, on a mis en place, n'est-ce pas, un dispositif institutionnel. Ce dispositif est constitué, n'est-ce pas, de la collectivité locale de Niamey, des services techniques déconcentrés de l'État, notamment le service des eaux et des forêts, le service des pêches, l'environnement, etc., etc. Et maintenant, le collectif de Tobor pour le développement, qui est en fait une OCB au niveau, n'est-ce pas, de Tobor, qui effectivement gère un peu, disons, le projet dans son ensemble. À Bandial, dans la communauté rurale de Yenampor, l'activité de stabilisation de la mangrove, c'est la pisciculture. Dans ce village de pêcheurs, l'aménagement de bassins piscicoles
Le renforcement des capacités techniques et matérielles des populations bénéficiaires et l'organisation des circuits de commercialisation ont fortement contribué à la relance de cette activité. On arrive à avoir des fois 15 jusqu'à 25 bassins par pêche. Si ça ne promet pas, on arrive des fois à 5. Des fois, on peut sortir produit, étant donné que dans le bassin, il y a du poisson. Quand les hommes récoltent le poisson, nous les femmes, nous nous chargeons de la commercialisation du produit et l'argent tiré de ce commerce nous permet de subvenir aux besoins de la famille. Une autre filière porteuse, l'ostréiculture. Dans le souci de relancer cette activité, le projet en partenariat avec le service régional des pêches et l'Agence nationale de l'aquaculture accompagne ces femmes pour la modernisation de la récolte des huîtres. Ces actions génèrent actuellement des revenus importants pour ces femmes. Économiquement, c'est très bien parce que c'est des blocs qui contiennent aujourd'hui des guirlandes de 700. Et aujourd'hui, les pochons que vous voyez de l'autre côté là, c'est 17 pochons. Dans chaque pochon, il y a 80 douzaines. Et quand calcule 80 fois 17, et chaque douzaine, on te vend ça à 1000 francs la douzaine. Donc tout cela, ça te fait plus de 1000 douzaines. Et aujourd'hui, si tu vends ça à 1000 francs, tu as plus de 1 million en 18 mois. Autre avantage tiré de l'exploitation rationnelle de la mangrove, l'apiculture. Ici, l'appui du projet concerne la mise à disposition de matériel et d'équipements, le renforcement des capacités des acteurs et l'appui organisationnel. J'ai vendu cette année 25 kilos de miel à ceux de Dakar. Et le reste des autres kilos, je les ai vendus au niveau local. En plus des retombées économiques, la gestion intégrée de l'écosystème de la mangrove profite au tourisme local. In fine, d'ici la fin de l'année, on souhaiterait effectivement mettre en place, disons, un écocentre avec, n'est-ce pas, des cases sur pilotis pour donc, disons, appuyer en fait, le développement de l'économie au niveau local. Autre chose maintenant, dans ce site, c'est un peu matérialiser le site de Bouhani en mettant en place les cases pour permettre d'accueillir les touristes, mais également en mettant en place tout le système qui permet aux touristes de pouvoir visiter l'île, d'y séjourner. Tout ce travail a été fait grâce à un opérateur que nous avons eu à recruter qui est Tropique Tropical, qui a mis en place toutes ces activités ensemble avec, en ce qui concerne le reboisement et le reboisement de la mangrove, avec les services techniques tels que les eaux et forêts, l'environnement et les structures de l'État. Donc ces structures sont là et vont continuer le processus parce que déjà ils ont été impliqués depuis le début, elles ont travaillé avec nous et elles continueront une fois que nous sommes plus là de pouvoir pérenniser le dispositif. Le projet de gestion intégrée de l'écosystème de la mangrove de Tobor est une stratégie qui permet d'assurer une gestion rationnelle du site et de ses ressources. La durabilité de cette initiative passe par un appui à l'organisation et à la structuration et des acteurs à la base. Transmission de la nationalité sénégalaise par la femme, rubrique Ramadan et grand format consacré à la mangrove en Casamance. C'était les grands titres de ce journal à présent terminé. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.